Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Sébastien Tertrais pour parler autour de son livre Tsundoku, Une vie ne suffit pas. Bonjour Sébastien. Bonjour Nathalie, content de vous retrouver. Hier, on a terminé sur un sujet, le conditionnement familial de l'enfance. Est-ce que dans cette volonté de s'en affranchir, parce qu'on a le sentiment à la lecture de votre livre que c'est à un moment donné quelque chose qui a été un moteur dans votre vie, vous avez choisi, vous, ce parcours d'objecteur de conscience. Est-ce que ça a été une des raisons pour lesquelles vous avez choisi ce parcours-là ? Précisément, oui. J'ai terminé ma scolarité, ce premier rang de scolarité par un bac d'électronicien que j'ai obtenu de façon presque illégale. Ça, il faut vraiment lire le livre pour le découvrir. Il faut lire le livre, voilà, c'est ça. Et à la suite de ça, je savais que je n'allais pas aller poursuivre en électronique. C'est-à-dire, j'adorais bidouiller, mais la théorie ne m'intéressait absolument pas. Et là, j'étais face à une vraie interrogation parce que je voulais à tout prix retourner dans ce qui m'intéressait, la culture au sens large, et pourtant je n'avais pas d'expérience, je n'avais rien, à part un bac d'électronicien, donc très éloigné de ce métier-là. Donc j'ai trouvé la formule qui n'existe plus aujourd'hui, d'objection de conscience. Alors, c'est quelque chose qui dit qu'on refuse de porter les armes. Dans le fond, je m'en foutais, de porter les armes ou pas. Ce que je voulais, c'était avoir la possibilité de travailler dans une asso. Et à partir de là, j'ai obtenu le statut et j'ai commencé une objection de conscience en choisissant à peu près soigneusement, en choisissant vraiment l'association dans laquelle je voulais travailler. Et là, il y en a une qui m'a tout de suite attiré l'œil, c'était Ulysse 35, alors qui n'existe plus aujourd'hui, mais une association bien connue en Ille-et-Vilaine, et en France, je dirais, qui cherchait un objecteur de conscience. Donc j'ai tout de suite répondu avec une envie terrible d'être pris. Et là, ça a été vraiment la grande porte pour entrer dans un autre milieu, et professionnel, et culturel, et social, enfin... Là, ça a été multi-découverte. C'était énorme. À tout point de vue. C'est-à-dire que j'ai pu toucher à tout, rencontrer un monde incroyable, découvrir l'extraordinaire hétérogénéité de ce monde-là, qu'on connaît comme les gens du voyage, comme s'il était unique, alors qu'il est protéiforme et très complexe. Et j'ai eu une grande liberté pour agir, ce qui fait que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de champs, simplement parce que personne ne me disait que c'était pas possible. Donc à partir de là, on a fait énormément de choses. Et c'était passionnant. Donc là, vous avez pu vous rendre compte que ce qu'on vous avait baratiné, je dirais, entre guillemets, petit, si vous n'étiez pas sage, les Romanichels allaient vous emmener, vous rendre compte que c'était une grande mascarade. Je sais pas tout compte fait, parce qu'ils m'ont quand même enlevé pendant près de 15 ans. Et je suis resté... avec consentement. Avec un grand consentement. Je suis resté à découvrir ce monde-là qui m'a touché profondément, en fait, par tout ce qu'il vivait, par tout ce qu'il drainait d'histoire, sans forcément toujours en avoir conscience d'ailleurs, toutes les situations rencontrées, tout ce à quel point ça venait bousculer la politique, tout ce qui faisait point de blocage, mais tout ce qui faisait la richesse aussi de ce monde-là, toute l'extraordinaire solidarité qui existe, mais sa pathétique fragilité lorsque parfois il y a des dissensions au sein du milieu, la façon dont eux continuent à exister malgré de réelles oppressions, dont certaines sont très subtiles d'ailleurs, hein, j'en cite quelques-unes, mais ce que je veux dire par là, c'est que en rencontrant ce monde-là, en ayant cette opportunité de travailler dans une association qui travaillait auprès d'un public à ce point-là méconnu, moi j'ai pu investiguer de nombreux champs et puis réaliser ce à quel point, tout compte fait, dépasser les blocages peut-être familiaux, c'était possible, mais ça se faisait pas n'importe comment. Et il fallait un petit peu d'aide. Et en tout cas, là, ça a pu se faire, quoi.
Et donc, vous dites à un moment donné, qu'au niveau, en termes de politique d'accueil, parce que chaque ville a sa politique d'accueil, Rennes est quand même une ville qui est reconnue au moins au niveau national pour être une ville accueillante pour les gens du voyage. Et c'est connu comme ça. C'est-à-dire qu'après-guerre, la Bretagne a été une terre d'accueil, alors pour les gens du voyage, mais pour les Juifs, pour d'autres peuples d'ailleurs aussi. Et cette tradition est restée. Alors c'est sans doute lié aussi à l'histoire bretonne elle-même. Le fait est en tout cas que d'emblée, on va dire dans le Grand Ouest, c'est-à-dire on a Rennes, la Bretagne, et puis le Grand Ouest, qui va couvrir les principales régions du Grand Ouest de la France, où il y a eu de nombreuses initiatives, puisqu'il y avait de l'accueil. Eh bien, il a fallu transformer l'accueil pour faire en sorte qu'il soit avec un minimum de qualité. Et le Grand Ouest a été une terre d'expérimentation pionnière en matière d'accueil des gens du voyage et d'invention. À un tel point que cet exemple-là a servi même à l'échelle européenne. On a des pratiques très différentes d'un pays à un autre. Et en l'occurrence, Rennes a été d'abord une ville, puis un district, puis une métropole, qui ont servi d'exemple à de très nombreuses collectivités en France. Alors je pourrais donner un exemple, sur des départements comme l'Ille-et-Vilaine ou des agglomérations comme Rennes, on a des programmes locaux d'habitat, et ces programmes en fait vont donner des orientations politiques sur le développement de telle typologie d'habitat pour accueillir un petit peu tout le monde. Et dès le départ, depuis le début des années 90, en fait, la question genre du voyage a été inscrite dans le cadre de ce programme. Et c'était une nouveauté, ça se pratiquait nulle part ailleurs en France. Et ça a aidé, ça a rassuré aussi d'autres collectivités qui se demandaient, qui ne connaissaient pas. Et donc ces pionniers-là, Rennes en a fait partie. Permis de voir que c'était possible. Complètement, oui. Et ça tient à une visée politique, à une vision politique de la société, ou c'était plus en termes de personnes que de partis? Alors, j'ai constaté au fil des années que la question genre du voyage dépassait tous les clivages politiques. J'ai vu rencontrer des gens de droite extrêmement humanistes, des gens de gauche détestables, et inversement. Enfin, vraiment, on dépasse tout ça. C'est ce que j'ai aimé d'ailleurs, parce que ça a permis d'aller voir le vrai des uns et des autres. Et sur la réalité rennaise, je pourrais parler aussi de celle de Laval, d'Angers, de Brest, Saint-Brieuc, Tours. Pour faire simple, ça a été d'abord des initiatives individuelles de quelques-uns, alors d'abord des religieux, ça a été beaucoup ça, avec quelques préfets qui ont été, dès le début des années 60-70, moteurs, et puis ensuite ça a été un engagement politique, en dehors de toute obédience partisane, et on a, je dirais, un développement de l'accueil qui s'est fait grâce à l'effort d'ouverture que chacun a pu faire. Et là, on s'est rendu compte, tous se sont rendus compte d'ailleurs, à quel point, lorsqu'on proposait un accueil digne, eh bien aussi on avait des gens qui cherchaient cette dignité-là. Et ceux qui ne voulaient pas de cette dignité partaient. Donc, c'était un vrai choix à faire et un engagement qui était payant, en fait, au bout du compte. Et à la fois, puisque vous racontez dans votre livre qu'à un moment donné de votre vie, vous êtes parti travailler sur Laval, vous y avez rencontré une réalité tout autre. Pourtant, Laval, c'est 1 heure de Rennes, quoi. Est-ce que ça va forcément induire des différences aussi de typologie de famille? Oui, mais complètement. C'est-à-dire que... en fonction de l'accueil, on n'aura pas les mêmes familles. C'est clair. C'est-à-dire que... Mais ce qui est normal, quelque part, c'est-à-dire que comme pour les sédentaires, en fonction de la façon dont on conçoit un nouveau lotissement ou une nouvelle résidence, eh bien, on va orienter la typologie des personnes qui vont venir habiter. Les gens du voyage sont comme les sédentaires. Oui. Et de ce point de vue-là, en fonction de l'accueil qui est proposé, on va avoir aussi une répartition de typologie de ménages. Et donc, pendant très longtemps, Laval a été une terre d'accueil. D'ailleurs, Laval a été le terrain de la Genève. Laval a été le premier terrain d'accueil officiel de France, des gens du voyage. Mais en 1995, lorsqu'il y a eu un changement de municipalité, alors là, pour le coup, d'ailleurs, n'en parlons même pas, c'est pas très important.
il y a eu un changement de municipalité avec un changement d'orientation très fort. Le maire de l'époque, c'était François Debert, qui était secrétaire au ministère de la Recherche, était très présent à Paris et donc très absent de Laval. Il avait confié la gestion de ce dossier à son premier adjoint qui était en charge de la sécurité. Et donc on avait d'abord cette orientation-là. Et donc le dossier Gens du Voyage était pris sous l'angle sécuritaire. Et avec ce regard-là, plutôt de problèmes posés. Alors bien sûr, puisqu'il y a des problèmes posés, le tout sécuritaire a commencé à arriver, et puis on a vu un changement très fort de population. Parce que c'est ce qui est passionnant aussi avec les gens du village. J'en parle en tant que microcosme, c'est-à-dire que c'est un monde particulier qu'on méconnaît, mais qui donne à voir sur la façon dont fonctionnent nos institutions. Et pour une raison simple, c'est on a les gens du voyage qu'on mérite. Alors c'est clair, très très clair. Et les voyageurs, en fait, si ça se passe pas bien dans un endroit, ils partent. Il n'y a rien a priori qui les attache. Donc on peut avoir des changements de population extrêmement rapides. 15 jours, une semaine suffit. Donc ça veut dire aussi qu'en fonction d'un changement d'orientation politique ou d'action qu'on peut mettre en place, eh bien on va avoir des effets produits. Ça se joue même sur l'école. Hein. Si l'accueil se passe très très bien, on va avoir plutôt des gens qui sont désireux d'avoir un accueil correct pour leurs enfants, etc. etc. Et ça se joue, dans l'absolu, ça se joue comme nous, ça pourrait se jouer si on pouvait partir à chaque fois qu'on a envie de partir. Parce qu'eux peuvent partir comme ça. Oui, parce que c'est vrai qu'on attache la caravane et on s'en va. Dans l'absolu, oui. Et à la fois, c'est vrai que vous le dites, curieusement, donc, ce sont des gens du voyage, donc des nomades, et à la fois, ils ont un attachement très fort à un territoire, quoi. Ils y reviennent. J'ai été très surpris de me rendre compte de ça, puisque moi aussi, dans mon imaginaire, je pensais qu'ils voyageaient tout le temps, qu'ils n'avaient aucun... Enfin, je pensais même pas à la notion de port d'attache, et je l'ai découvert après, très rapidement d'ailleurs, c'est qu'ils sont tous attachés à un territoire. Ils ont leur histoire ici. Les enfants sont nés. Je me rappelle, j'avais participé à un reportage... L'aïeul y est mort, peut-être aussi. C'est ça. Un reportage qui s'appelait La place du corps. C'est un sujet tabou chez les gens du voyage, mais où en fait la question était posée de l'endroit où on enterrait nos morts. Et ça a été un gros travail qui s'est fait avec les voyageurs là, parce que pour le coup, oui, on réalisait à quel point ils étaient attachés à un territoire. Et d'ailleurs, partout où j'ai travaillé ensuite en France, parce que j'ai énormément rencontré de populations. À chaque fois, je faisais des liens, c'est-à-dire que le fait de connaître ces ancrages-là, petit à petit de tisser un maillage, me permettait de faire des liens, y compris avec des gens que je voyais à l'autre bout de la France. Donc c'était drôle, en fait. Quoi. Mais c'est vrai que c'est très paradoxal, cet attachement, de même que cette solidarité qu'ils ont, et je dirais qui est à la fois nécessaire à leur survie, quelque part, puisqu'il y a beaucoup de stigmatisation, et c'est en faisant corps qu'on est fort. Et c'est vrai, quand on est de l'extérieur, on se dit, bah oui, ils sont tous comme des frères, mais je pense que c'est une réaction très humaine quand on est la proie ou l'objet de toutes les stigmatisations, de faire corps, forcément, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une réaction naturelle. Complètement naturelle. Et puis, j'ai presque envie de dire que nos dispositifs réglementaires qui ont contraint le voyage, parce que, on va dire jusque dans les années 60-70, les voyageurs allaient et venaient où ils voulaient. Petit à petit, la réglementation a été plus forte, donc a rendu le stationnement plus difficile. Et à partir de là, les voyageurs ont réalisé aussi l'importance de faire corps pour pouvoir continuer à exister. Et donc on a affaire à un monde qui, malgré tout ce qui est fait pour les amener à sédentariser, continue à conserver son identité culturelle propre. Et c'est assez magique. Et d'ailleurs, je pense à une situation que j'évoque dans le livre où un voyageur, quelques instants après une intervention policière de grande ampleur sur Rennes, qui avait été mal vécu parce que avec une grosse démonstration de force, pour tout compte fait, un motif qui n'en valait pas la peine, ce voyageur-là me dit Sébastien, il faut nous défendre, nous, parce que si on attaque nos libertés à nous, les voyageurs, après ce sont les vôtres qui seront attaqués. Et c'était d'une grande justesse. Et je crois que j'ai compris là aussi l'importance de défendre, mais pas n'importe comment, ça j'y tiens, mais de défendre aussi la vie des minorités, de peuples en fait, qu'on ne connaît pas très bien, qui représentent une faible partie de la population. Tout en étant juste. Tout en étant juste, ouais. Puisque vous le décrivez bien aussi, enfin, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de dénonciation comme ça globale. Vous le dites, il y a aussi des tensions internes avec des désaccords. Et comme on peut avoir nous, quoi. Enfin, nous, on les met... On fait une généralité, on fait la communauté, alors qu'en fait, la communauté, elle est faite d'hommes et de femmes qui ne sont pas toujours d'accord. Et c'est vrai que ça, vu de l'extérieur, quand il y a des démonstrations de force, comme vous dites, il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence, quoi. Ils sont tous... Oui, on a effectivement ce sentiment-là. Ouais. Après... j'assiste beaucoup sur ce que moi j'ai été aussi amené à découvrir, qui est l'importance du discernement. C'est-à-dire que pour réussir à donner du sens et du poids à nos dispositifs d'accueil, il faut avoir le courage de prendre des décisions parfois difficiles, d'exclusion ou de sanctions fortes d'une ou deux personnes. Mais si on ne le fait pas, en fait, ceux-là vont d'abord empêcher et gêner en fait le bien-être de toutes les autres. Et puis nuire aussi à l'image. Et nuire bien sûr à l'image de la communauté, quoi. Complètement. Bon, bien écoutez, on va quitter les gens du voyage. Peut-être qu'on les retrouvera demain. On se retrouve demain pour nos 2 dernières émissions de la semaine. À demain. Sébastien Tertrais, Tsundoku. À la rentrée, n'ayant rien d'autre à faire, je suis allée sur les bancs de la fac de droit. En moins d'1 mois, mes envies de faire du droit furent balayées. Bien que passionnant, mêlant l'histoire, la logique, le bon sens et les mathématiques, les cours s'accompagnaient d'une montagne de choses à apprendre. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que ces études représenteraient un tel niveau de travail personnel. Et surtout, j'avais une telle soif de découverte, aiguisée par mes premières expériences personnelles, qu'il était évident que je n'étais pas en mesure de m'enfermer dans des années d'études aussi exigeantes. Si je regrettais encore de ne pas avoir suivi d'études de littérature, je commençais à réaliser que, tout compte fait, la bifurcation que j'avais été contraint d'emprunter recélait aussi de belles opportunités. Mon premier entretien pour un poste d'objecteur de conscience fut auprès de l'association qui travaillait dans l'insertion. Et il pleuvait de rue ce matin-là. Les locaux de l'association sentaient la poussière et l'humidité. La tapisserie des murs était laide et paraissait sale. J'ai immédiatement su que je ne donnerais pas suite. La secrétaire m'a invité à attendre. J'ai été reçue par le directeur, un bonhomme rondouillard qui m'a expliqué qu'il dirigeait une association intermédiaire, que les personnes accompagnées étaient des hommes dont la vie avait été difficile. La plupart avaient connu d'importantes difficultés, licenciements, chômage, éloignement progressif de l'emploi, alcoolisme pour plusieurs. Retrouver un emploi leur était presque impossible. Il était nécessaire de passer par une première étape de réadaptation au travail. Pour d'autres, il s'agissait d'acquérir de nouvelles compétences, de se reconvertir ou plus simplement encore de renouer avec une activité régulière. Pour ceux qui étaient les plus éloignés de l'emploi, les années les avaient totalement déshabitués à toute forme d'organisation d'une journée. L'oisiveté s'était installée, insigneusement, les conduisant peu à peu à une grande précarité financière et sociale. Après une demi-heure de présentation, il s'est levé et a enfilé sa veste. Nous avons rejoint sa voiture pour aller jusqu'à l'atelier. Il ne m'avait pas encore posé de questions. J'écoutais, feignant l'intérêt. Arrivés sur place, nous avons été accueillis par un éducateur technique habillé en chef d'atelier. J'eus le sentiment d'être à nouveau dans l'atelier du lycée. Après quelques présentations, le directeur est parti. Il me laissait entre de bonnes mains, dit-il, et passerait me récupérer 2 heures plus tard. Nous sommes entrés dans l'atelier où le bruit des machines couvrait nos voix. Ne sachant pas quelle avait été notre discussion, l'éducateur reprit une partie des informations données par son directeur. Par politesse, et parce que nous avions 2 heures à passer ensemble, je l'ai laissé continuer. Les personnes présentes sont d'anciens alcooliques, ou du moins beaucoup sont sur la voie de l'être, commença-t-il goguenard. C'était ironique,
et un peu drôle, mais bien que je lusse régulièrement Fluide glacial, à 19 ans, je n'étais pas prêt à ce type d'humour appliqué au réel. La pluie fouettait très fort les tôles de ce triste atelier, éclairé avec difficulté par quelques néons blafards, nous obligeant à hausser la voix encore un peu plus. C'était la première fois que j'entrais dans un atelier où travaillaient des ouvriers. Tous avaient le visage des hommes cassés par la vie, abîmés par l'alcool qui avait irrémédiablement marqué leur peau. Les images des photos de Willy Ronis, dont celle du mineur silicosé, vue dans un livre au lycée, me revenaient à l'esprit. J'aurais aimé pouvoir me faire discret et prendre des photos des uns et des autres, montrer le combat que plusieurs menaient contre eux-mêmes. Tandis que nous marchions, on nous regardait à peine. Les hommes faisaient ce pourquoi ils étaient là, sans enthousiasme, comme résignés. Nous avons fait le tour de l'atelier. Il m'a présenté à des hommes dont quelques-uns avaient le dos courbé. J'ai aussitôt pensé à celui du pauvre bûcheron de la fable de La Fontaine qui, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants. Et je me suis demandé s'ils attendaient la mort eux aussi. Certains étaient là à la suite d'une décision de justice, un accident de la route, des violences à répétition contre un conjoint ou un fils, d'autres pour sauver leur famille tant que c'était encore possible. Et tout ça avait le parfum des dernières chances et le goût de l'inéluctable. À défaut de pouvoir être utile, je voulais que l'entretien se termine vite. Rester m'était indécent et me mettait mal à l'aise. Lorsque le directeur est venu me récupérer, j'ai assisté à une scène surréaliste qui finit de peindre en gris le triste tableau que j'avais vu. Alors, c'était intéressant ? Oui, votre association conduit un travail utile. En effet, nous essayons d'aider au mieux ces personnes. Tu as eu les réponses à toutes tes questions ? Oui, c'est bon. Prêt à démarrer avec nous ? J'ai encore un entretien la semaine prochaine auprès d'une autre association. Je vous redis très vite. Ne tarde pas, nous avons d'autres demandes. Je ne vais pas tarder, ne vous inquiétez pas. Il mentait. Je ne voyais pas ce qui, en dehors du désespoir, pouvait motiver quelqu'un de 20 ans à venir ici. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.